Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes une association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes atteintes par tout type de cancer. On insiste sur tout type de cancer parce qu'on associe encore trop souvent Rose Up au cancer du sein. Donc nous vous informons via le Rose Magazine que vous retrouvez 2 fois par an, soit directement chez vous si vous êtes adhérente de notre association, soit dans vos services d'oncologie. Nous vous accompagnons dans nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux et également en ligne via Ma Maison Rose Up. Et enfin, nous défendons vos droits au travers de plaidoyers puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Voilà, je me présente, je suis Émilie Goyer, je suis journaliste scientifique et rédactrice en chef du site internet rose-up.fr. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. C'est aussi une grande source d'information. Donc, tous les contenus du Rose Magazine, vous les retrouvez sur notre site internet et vous retrouvez également des contenus exclusifs. Il est mis à jour très régulièrement, donc je vous invite à aller voir les contenus qui s'y trouvent. Donc aujourd'hui, nous avons notre webinaire est sur les thérapies ciblées et pour cela, j'ai avec moi le professeur Solari. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Eric Solari, je suis médecin hématologue, médecin-chercheur à l'Institut Gustave Roussy. Je suis également le vice-président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Et voilà, mon centre d'intérêt personnel en termes de recherche est plus sur les hémopathies malignes, mais j'ai coordonné la recherche de l'Institut Gustave Roussy pendant 10 ans. Très bien. Alors, je vais rappeler le fonctionnement pour les personnes qui participent à ce webinaire. Donc, nous allons faire une introduction, mais si vous avez des questions à poser, vous les posez via l'onglet Q&R qui doit être en bas de votre écran et je les transmettrai au fur et à mesure au professeur. Du coup, vous aviez préparé quelques slides pour nous expliquer un peu le principe de ces thérapies ciblées qui ont révolutionné la prise en charge des cancers. Alors, c'est quoi une thérapie ciblée? Ouais, Comment ça fonctionne? essayez mes diapositives là, ça fonctionne? Oui, on les voit très bien. Oui, donc d'abord merci pour votre invitation à participer à ce webinaire. Avant de répondre à vos questions sur les thérapies ciblées, il m'a semblé utile de vous rappeler comment ces thérapies sont apparues dans l'histoire, en quelque sorte, de la cancérologie. On peut dire que dans notre histoire de l'humanité, avant 1850, on ne savait pas grand-chose sur cette maladie qu'est le cancer, parce que pour différentes raisons. C'est Hippocrate l'avait décrite en 500 avant Jésus-Christ, donc il y a très longtemps. C'est le premier qui avait décrit ça. Il avait dit que c'était une rétention d'humeur. C'est comme ça qu'il expliquait la maladie. Et ce concept, il a persisté pendant 2500 ans. Voilà, c'est resté une rétention d'humeur jusqu'à ce que l'invention du microscope permette de comprendre enfin que le cancer s'était fait avec des cellules. Voilà. Et du coup, ça a ouvert un peu la porte. Au même moment, les Américains ont mis au point les premiers rudiments d'anesthésie, et donc ça a ouvert la porte à la chirurgie oncologique. Donc le premier traitement des cancers qui a été mis au point au milieu du 19e siècle, c'est vraiment le développement de la chirurgie oncologique. Et puis, vous allez voir qu'il y a eu une découverte tous les 50 ans. Ensuite, à la fin du 19e siècle, il y a eu la découverte des rayons X, du radium par les époux Curie. Et très vite, ça a été appliqué en médecine comme pour faire la radiothérapie. Donc, à partir de 1900, on a eu la chirurgie et la radiothérapie. Et puis les chimistes se sont mis ont travaillé sur la chimie de synthèse. Ils en ont fait d'abord des gaz toxiques, les fameux gaz de la Première Guerre mondiale. Puis après, ça a été repris, réanalysé. On s'est aperçu que ça pouvait avoir des effets thérapeutiques, en fait, ces produits de synthèse. Et ça a donné lieu au développement de la chimiothérapie à peu près autour des années 1950. Et donc jusqu'au début de ce 21e siècle, on avait 3 armes thérapeutiques: chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et l'apparition des thérapies ciblées, c'est l'étape suivante qui commence en 2000. Elle commence avec une leucémie, en fait. C'est la première cible qui a été vraiment déterminée comme ça. Depuis 40 ans avant, on avait montré que dans cette leucémie, il y avait une anomalie des chromosomes et des gènes. Et Mhm. les chimistes, en travaillant sur ordinateur, ont réussi à concevoir une molécule qui arrivait à neutraliser ce gène, le produit de ce gène muté. Et c'est comme ça que ça a donné lieu à cette maladie qui est maintenant contrôlée par les thérapies ciblées. Et très vite après, il y a eu les immunothérapies, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, je pense que le problème essentiel qu'on a tous en tête et qui vont probablement faire partie de vos questions, c'est toujours, quand on met en place le traitement d'un cancer, ce qu'on craint toujours, c'est de se heurter à une résistance à la thérapeutique, hein. C'est la question majeure, une fois qu'on est lancé dans le traitement d'un cancer, c'est
ne pas générer de résistance thérapeutique. Alors, Et est-ce ouais, que, ouais. à moins que à moins que j'anticipe peut-être vos slides, mais du coup, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur le principe général des thérapies ciblées? Vous l'avez dit rapidement, c'est on identifie le mécanisme qui est à l'origine du cancer, la mutation. Ouais. Je dois avoir une image là-dessus. Voilà, les thérapeutiques ciblées, j'avais prévu ça. Voilà. L'idée, c'est que pendant jusqu'à maintenant et encore maintenant, on définit les cancers par organes. Voilà, Mhm. on parle aujourd'hui des cancers du sein. Évidemment, il y a les cancers du poumon, de rein, de tout ce que vous voulez. Mais au-delà des cancers par organes, on sait maintenant que dans les cellules malignes, il y a des altérations génétiques qui sont Ouais, acquises dans ces cellules, qui les définissent en quelque sorte. Et on retrouve les mêmes altérations dans les tumeurs de différents organes. d'accord. Et les thérapeutiques ciblées, elles neutralisent les effets de ces mutations directement. Et ces Alors, mutations, ces mutations qui sont responsables du fait que les cellules se mettent à proliférer de façon anarchique et deviennent des tumeurs? voilà, en tout cas, elles jouent un rôle essentiel. Et on s'est aperçu que quand on arrivait à bloquer les effets de ces mutations, on bloquait la croissance de la tumeur et qu'on arrivait comme ça à traiter un certain nombre de cancers. Donc le principe, c'est ciblé parce que ça va directement sur le produit des altérations génétiques qu'on a trouvé dans la tumeur. Contrairement à la chimiothérapie et la radiothérapie qui sont très systémiques et qui peuvent Voilà. tuer des cellules qui sont saines, là on va vraiment cibler la... Exactement. Avant, on avait un peu des armes de destruction massive, hein, que sont la chimiothérapie, etc. Donc, ça détruisait évidemment les cellules malignes, c'est ça l'intérêt, mais avec des effets secondaires, on le sait bien, sur les cellules saines. Avec les thérapeutiques ciblées, on espère avoir moins, et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate, hein, on est plus directement sur les cellules malades, puisque les mutations sont des caractéristiques des cellules malades que les cellules saines n'ont pas. Ah, Donc, du coup, on s'attaque vraiment spécifiquement aux cellules malades. d'accord. Voilà. Et peut-être pour compléter, il y a la deuxième arme, comme ça on aura fait le tour avant de répondre aux questions, c'est l'immunothérapie. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les immunothérapies, c'est un concept nouveau par rapport aux thérapeutiques ciblées, même s'il y a un chevauchement entre les deux, hein, on pourra en Justement, discuter. justement, il y a Marie-Paul qui ne comprend pas encore très bien la différence entre les thérapies Ouais. ciblées et l'immunothérapie. Et je comprends pourquoi, parce que ça se chevauche un petit peu. Mais quand même, l'immunothérapie, il y a une différence fondamentale, c'est que avec l'immunothérapie, contrairement à ce que faisaient la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapeutiques ciblées qui toutes s'attaquent aux cellules malades, avec l'immunothérapie, on va chercher de l'aide Mhm. des cellules normales pour éliminer le cancer. Donc conceptuellement, vous voyez, la différence est fondamentale, quoi. Ça va Alors le changer. grand principe, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de point contrôle, c'est les grandes immunothérapies dont on parle tout le temps. Et c'est ce que ce schéma essaye de montrer. En rouge, vous avez la cellule malade. En bleu, vous avez les cellules de notre système immunitaire. Mhm. Et ce qu'on a constaté quand il y a un cancer, c'est que la cellule bleue essaye d'attaquer la rouge avec le lien qui est en vert sur ce schéma. Ça, c'est comme ça qu'il l'attaque. D'accord. Mais les cellules cancéreuses envoient un signal avec le lien rose, là, Mhm. qui Le se fameux lie PD-1, au PD-1. lien jaune, et ça bloque l'action de la cellule immunitaire. Donc, en fait, on s'est aperçu, on a longtemps cru qu'il n'y avait pas assez de cellules immunitaires, qu'il fallait les éduquer, etc. Non, non, elles sont là, mais elles sont bloquées. Elles sont bloquées parce que les cellules tumorales, qui sont des cellules assez perverses dans leur action, elles sont capables d'inhiber l'action des cellules immunitaires. Et donc, quand on met un inhibiteur de checkpoint, ce qu'on fait, c'est qu'on casse ce lien, et à D'accord. ce moment-là, la cellule immunitaire peut réattaquer la tumeur. D'accord. C'est Donc, ça, les inhibiteurs de point contrôle. donc Alors, c'est évidemment, il y a beaucoup d'autres immunothérapies, hein, mais donc c'est quand même un peu ciblé aussi l'immunothérapie. Ça cible aussi ces oui. récepteurs à la surface des cellules. Exactement. C'est pour ça qu'il y a un chevauchement entre thérapeutique ciblée et immunothérapie. D'ailleurs, qu'on les met un peu dans le même groupe, même si je voulais quand même insister sur le fait qu'on a deux concepts différents. Mais à la fin, c'est vrai que ce sont des thérapeutiques ciblées sur les cellules tumorales. Donc, dans un cas, on touche au mécanisme qui a rendu la cellule tumorale et de l'autre, on donne on permet au système immunitaire de reconnaître la cellule tumorale pour qu'il fasse son job. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous le résumez très bien. Et après, alors bien sûr, comme les immunothérapies, c'est pas que les inhibiteurs de point contrôle et que maintenant vous entendez parler d'autres choses. Les vaccins thérapeutiques avec l'ARN, vous entendez parler de ça, qui est une autre forme d'activation du système immunitaire, ou bien des immunothérapies qu'on appelle passives avec des anticorps monoclonaux qui vont directement sur la cellule tumorale ou des virus qu'on appelle oncolytiques qui détruisent les cellules malignes. Ben, voilà, on est très proche des thérapeutiques ciblées. Vous avez raison, c'est tout ça est très mêlé. C'est pour ça que c'est difficile de s'y retrouver.
Donc voilà, j'arrête le partage parce que je ne veux pas vous imposer ça plus longtemps. Non, mais c'est bien d'avoir un support, support visuel quand même. Donc, on parle de thérapie ciblée, hein. On a vu qui cible les mutations et puis les protéines qui sont mutées. Mais c'est quoi comme type de médicaments, ces thérapies ciblées? Alors, la principale famille de thérapie ciblée, ça s'appelle des tyrosine kinases, des inhibiteurs de tyrosine kinase. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que Et ça veut dire? Parce que c'est un jargon un peu compliqué, c'est mais quoi, enfin, parce on parle souvent d'anticorps, par exemple, ou de... alors, les anticorps, on est à la c'est des thérapeutiques ciblées plus immunothérapie, mais je vais en parler des anticorps dans un instant, mais c'est différent. Les premières, disons, les premières thérapeutiques ciblées qui ont vraiment été développées sont des thérapeutiques ciblées inhibitrices de tyrosine kinase, c'est-à-dire des enzymes qui apparaissent dans les cellules du fait des mutations. Mhm. C'est des mutations dans l'ADN qui génèrent la synthèse de protéines qui sont des enzymes, et ces enzymes, ce sont eux qui font proliférer la cellule anormalement D'accord. fait qu'elle devient très compétitive par rapport aux cellules environnantes, donc ça grossit, ça fait à la fin une tumeur. Et donc, il faut bloquer ces kinases pour que la cellule arrête de grossir. Et même, souvent, elles sont dépendantes de ces kinases pour survivre, donc ça élimine les cellules malignes. Donc, c'est des inhibiteurs de kinases. La majorité des thérapeutiques ciblées médicamenteuses qu'on utilise aujourd'hui, ce sont des inhibiteurs de tyrosine kinase. Mais il y en a d'autres, et vous avez évoqué les anticorps monoclonaux, par exemple. Les anticorps monoclonaux, c'est un peu différent parce que l'anticorps, lui, il vient se fixer sur une marque en fait qui est apparue avec la transformation de la cellule. Donc la cellule a changé, elle exprime à sa surface des protéines pas normales et l'anticorps les reconnaît et il induit un signal dans cette cellule pour tuer cette cellule. D'accord. Et éventuellement, il va chercher le système immunitaire pour faire ça. Et alors, on me pose la question, les anti-HER2, par exemple, c'est des thérapies ciblées, comme vous venez de le citer. Voilà. Les anti-HERD, c'est un des premiers exemples qui a été mis au point avec une grande efficacité dans un certain nombre de cas. Et donc, ces anti-HER2 sont des anticorps qui vont se fixer sur les cellules malignes parce que les cellules malignes expriment ce HER2 à leur surface. Bon, c'est un nom barbare, mais enfin, ça définit jamais qu'une protéine qui est à la surface de la cellule. Oui, oui, il faut bien qu'on comprenne que les anticorps sont capables de se fixer à des protéines. C'est vraiment Voilà, la... c'est ça. Mais vous pourriez faire une comparaison. Imaginez qu'à la surface que la Terre devienne maligne et que des montagnes poussent dessus, comme le Mont Blanc, par exemple. Et vous allez faire un anticorps anti-Mont Blanc, et cet anticorps anti-Mont Blanc va tuer la Terre. Voilà, enfin, j'essaye de faire une image. Une très bonne C'est ce que ça métaphore. vaut. Ok. Donc vous avez... alors on me pose du coup, Marie-Odile pose la question des anti-BRAF. C'est aussi la thérapie ciblée. Absolument. Alors l'anti-BRAF, c'est typiquement un inhibiteur de tyrosine kinase que j'évoquais tout à l'heure, parce que donc il y a une mutation du gène BRAF qui apparaît dans un certain nombre de tumeurs. Les premières qui ont montré ça, ce sont les mélanomes malins. Et donc les mutations de BRAF sont caractéristiques des cellules malignes, et donc on donne un inhibiteur de BRAF parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la mutation, elle active l'enzyme, elle la rend très très puissante et très active. Il n'y a plus aucun contrôle possible. Normalement, dans une cellule, cette enzyme, elle existe, mais elle est sous contrôle. Elle est un petit peu activée quand il y a besoin, mais très vite, elle est éteinte. Et là, on ne peut plus l'éteindre parce D'accord. qu'il y a la mutation. Et donc, on donne l'inhibiteur de BRAF et ça calme le jeu. Bon. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des anticorps qui vont cibler, qui sont c'est des grosses molécules, les anticorps, ils vont cibler des marqueurs qui sont à la surface des cellules tumorales, donc comme on a vu HER2. Puis il y a Ouais. d'autres thérapies ciblées qui, elles, sont plus donc des inhibiteurs, des petites molécules qui sont capables de rentrer dans la cellule Ouais. pour aller toucher directement les protéines mutées à l'intérieur même de la cellule. C'est exactement ça, c'est exactement ça. D'accord. Et à chaque fois, en ciblant des choses qui sont caractéristiques des cellules tumorales et qui sont pas ou très peu présentes dans les cellules saines. Alors du coup, on a beaucoup de questions sur les différents noms des molécules. Il y a beaucoup de choses qui finissent par ib. On a le palbociclib, là, le ribociclib. Il me semble qu'il y a une signification de ces suffixes ib et mab dans les noms. Oui, alors, MAB, c'est pour monoclonal antibody. Voilà, donc Euh, et IB, c'est plutôt les inhibiteurs avec référence aux inhibiteurs d'enzymes de kinase. Donc, D'accord. les IB, c'est plutôt des choses qui visent les protéines intracellulaires. Si on veut faire très schématique, c'est un peu ça. Les IB rentrent dans les cellules et bloquent à l'intérieur de la cellule. Et les AB sont plutôt des anticorps qui viennent à la surface de la cellule et qui éventuellement vont chercher le système immunitaire qui va aider à éliminer la cellule maligne.
D'accord. Oui, parce que du coup, l'action des thérapies ciblées n'est pas forcément directement sur la cellule tumorale. Elle peut aussi jouer sur son environnement. Alors, les kinases, bon, a priori, elles sont quand même là, les inhibiteurs de tyrosine kinase sont quand même là vraiment pour tuer la cellule tumorale, mais les anticorps monoclonaux qui viennent se fixer, donc à tous les médicaments en mAb, Mhm. qui viennent se fixer sur la cellule maligne, eh bien, eux, les anticorps, ils ont la propriété de pouvoir capter des cellules de notre système immunitaire, par exemple ce qu'on appelle des macrophages, Oui. qui vont ensuite détruire la cellule tumorale eux-mêmes. Donc, D'accord. Ça c'est peut pour être. ça que c'est à la frontière thérapeutique ciblée et immunothérapie. C'est à la fois une thérapeutique ciblée, mais ça va chercher le système immunitaire. Et alors, on sait que l'environnement dans lequel se trouve la cellule, notamment le fait que, enfin la tumeur plutôt, le fait qu'elle attire les vaisseaux sanguins pour avoir plus de nutriments, pour encore plus croître. Là aussi, c'est un mécanisme d'action des thérapies ciblées. On peut bloquer. Absolument. Absolument. Alors ça, c'est une autre stratégie qui sont ce qu'on appelle les anti-angiogéniques. Parce qu'en fait, il faut imaginer qu'au départ, donc vous partez avec une cellule qui devient normale. Puis il y en a deux, puis il y en a quatre, puis il y en a huit, etc. Et quand ça finit par atteindre une certaine taille, pour que ces cellules survivent, elles ont besoin de créer des vaisseaux. Donc elles fabriquent, il y a tout un processus qui se met en place pour fabriquer des vaisseaux. Et quand la tumeur grossit comme ça, elle est vascularisée. Donc voilà, on appelle ça la néoangiogénèse. Voilà, elle fabrique des vaisseaux. Et une des approches thérapeutiques, c'est de bloquer cette fabrication de vaisseaux. Parce que s'il n'y a plus de vaisseaux, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène qui arrive dans les cellules tumorales. Alors certes, elles ont besoin de moins que les cellules normales, mais quand même, plus du tout, ça va plus. Donc, bloquer les cellules vasculaires, c'est un des mécanismes dans certaines tumeurs qui marche très bien. Je pense au cancer du rein, par exemple, pour lequel ça marche particulièrement bien. D'accord. Donc on voit c'est assez divers finalement les cibles des thérapies ciblées. Donc du coup comment on identifie si un patient est susceptible de répondre à une thérapie ciblée? Alors, on fait des tests de biologie à partir de l'analyse de la tumeur ou quelquefois maintenant du sang des patients. Mais surtout, prenons la tumeur, c'est plus simple à comprendre. Au moment où on fait de la chirurgie ou une biopsie pour faire le diagnostic, dans les échantillons qu'on ramène en faisant la biopsie, on fait des analyses, ce qu'on appelle moléculaires. Ça veut dire que on extrait l'ADN et on cherche les anomalies de cet ADN, donc les fameuses mutations qui définissent les cellules tumorales. Et on se retrouve comme ça avec une liste de mutations qui aide à comprendre voilà, ce qui s'est passé pour qu'une tumeur apparaisse, où sont survenus les événements moléculaires qui ont déclenché l'apparition de la tumeur. Et on cherche dedans des mutations qui pourraient être ciblables par le traitement, pour lesquelles on a des molécules, des thérapeutiques ciblées. Est-ce qu'il Voilà. y a encore des mutations qu'on a identifiées pour lesquelles on n'a pas encore Oui. de traitement? Oui, alors c'est ça. Il y a des mutations qui sont ciblables et d'autres qui sont beaucoup plus compliquées à Mhm. inhiber. Bon, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup des tyrosine kinases, parce que ça, c'est ciblable. Voilà, on sait fabriquer maintenant, depuis 25 ans, ça y est, on sait fabriquer un inhibiteur de tyrosine kinase. Ça, vous donnez ça à un chimiste, il sait vous faire. D'accord. Mais bloquer, par exemple, une mutation qui toucherait un- des facteurs de régulation de l'ADN très sophistiqués, Mhm. ce qu'on appelle des gènes suppresseurs de tumeurs, etc. Je pense, par exemple, à une molécule qui est assez connue qui s'appelle P53. Bon, P53, c'est un truc qui est très muté dans beaucoup de tumeurs. Ça, il y en a vraiment partout. Et même P53, c'est très compliqué à bloquer avec un médicament aujourd'hui. Voilà. RAS, on commence à avoir des inhibiteurs de la voie RAS qui sont aussi une voie où il y a beaucoup de mutations dans les tumeurs, dans beaucoup de tumeurs différentes, hein, d'un peu tous les organes. Mais les inhibiteurs de RAS, jusqu'à maintenant, n'arrivaient pas à en faire des fonctionnels. Ça y est, ça vient, mais ça a été très compliqué à mettre au point. D'accord. Alors, on a une question de Nathalie, je vais y arriver, qui demandait quelle est la place des thérapies ciblées dans les protocoles. Est-ce qu'elles peuvent être associées à une immunothérapie, voire est-ce qu'elles pourront un jour remplacer la chimiothérapie? Parce que vous l'avez dit, c'est ciblé, donc c'est plus spécifique. On reviendra sur les effets secondaires après, mais donc on a d'autres effets secondaires que la chimiothérapie. Est-ce qu'on peut espérer que alors, j'ai deux questions dans mes questions. Est-ce qu'un jour, les thérapies ciblées vont remplacer les traitements moins spécifiques? Est-ce qu'on peut espérer ça?
Alors, on peut l'espérer dans un certain nombre de cas. D'accord, Euh, il y a déjà des exemples en réalité. Voilà, il y a l'exemple à nouveau parce que souvent ça commence avec les leucémies pour des raisons diverses et l'une d'entre elles étant que sur le plan génétique, elles sont plutôt moins compliquées que les tumeurs solides. d'accord, C'est un gros événement moléculaire et hop, ça part. d'accord, Alors, il y a une leucémie particulière dont on s'est aperçu il y a une trentaine d'années que les Chinois arrivaient à la contrôler avec des dérivés de la vitamine A. Et donc, il y a une équipe française qui est partie là-bas, qui a enquêté là-dessus en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il s'est revenu et il y a une collaboration entre des équipes françaises et chinoises qui ont permis de montrer qu'il y avait un rôle de la vitamine A dans cette leucémie, dont la régulation était perturbée et qui ont fabriqué des inhibiteurs particuliers de la vitamine A, qu'on combine maintenant avec de l'arsenic, donc un inhibiteur de vitamine A, donc un espèce de dérivé de la vitamine A et de l'arsenic, guérissent cette leucémie dans 99% des cas. C'est une leucémie qui était fatale quasiment systématiquement il y a 40 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de chimiothérapie et on traite avec un traitement non chimiothérapie. Et donc, on commence, c'est un premier exemple parce qu'il est spectaculaire, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui apparaissent. Et donc, de plus en plus, on arrive enfin, on avance tout doucement, hein, c'est toujours par petites étapes, mais il y a un certain nombre de maladies qu'on arrive à traiter maintenant avec des protocoles qu'on appelle chimio-free, avec il y a toujours des termes anglo-saxons, donc sans chimiothérapie. d'accord, Voilà, ça vient. Donc on peut espérer que des thérapeutiques ciblées, dans un certain nombre de cas, pourront permettre de se débarrasser de certaines chimiothérapies. d'accord. Pour répondre à votre deuxième partie qui était la combinaison, Parce que par exemple, alors je disais immunothérapie, mais Corinne posait la question de quel est l'intérêt d'associer une thérapie ciblée avec de la chimiothérapie, par exemple. alors bah, oui, oui, c'est une très bonne question, mais ça renforce les choses parce qu'en fait, et ça revient à ma question de la résistance que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part d'une cellule qui est devenue malade, puis qui en donne deux, puis qui en donne quatre. Mais à chaque division, éventuellement, les cellules qui sont générées peuvent être un tout petit peu différentes, puis un tout petit peu plus différentes. Et vous vous retrouvez avec une tumeur faite de cellules qui ne sont pas toutes exactement identiques. Voilà. Et donc, au moment où on fait le diagnostic et où on met en route le traitement, on a déjà une certaine hétérogénéité dans la nature des cellules. C'est pas toutes les cellules identiques, c'est des cellules qui sont un peu différentes les unes des autres. Du coup, qui ont des mutations différentes, Et des... qui vont avoir, oui, qui ont acquis des mutations différentes au cours des divisions, et donc elles n'ont pas toutes le même patrimoine, même génétique, qui définit la malignité en quelque sorte. Alors, vous mettez en route un traitement là-dessus. Si tout va bien, votre traitement, il détruit tout, c'est bien, parfait. Mais c'est ça qu'on craint toujours, c'est qu'il peut apparaître une résistance parce que au sein de cette hétérogénéité, vous allez éliminer 90% des cellules, mais il y en a 10% qui, elles, ne sont pas sensibles à ce médicament. C'est un peu, Donc, quand, on pense souvent la comparaison avec les bactéries. Quand on est oui, une infection bactérienne et qu'on prend des antibiotiques, les antibiotiques ah, vont tuer un certain nombre de bactéries, mais il y en a qui sont résistantes à ce traitement. C'est un peu le même principe avec la tumeur, finalement. c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Et c'est pour ça que la question de la combinaison est très pertinente parce que avec les antibiotiques, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'arrive pas avec un antibiotique, on en associe deux pour essayer de choper les bactéries résistantes. Avec les cellules tumorales, c'est pareil. Quand on n'arrive pas avec la chimiothérapie à tout éliminer, on rajoute une thérapeutique ciblée pour augmenter les chances d'atteindre toutes les cellules. Éventuellement, la combinaison des deux, d'ailleurs, est plus efficace pour éliminer toutes les cellules. D'accord. Donc, c'est ça. Voilà, donc les combinaisons, la logique, c'est d'essayer de diminuer au maximum le risque d'émergence d'une partie résistante de la tumeur qu'on sélectionnerait en quelque sorte avec le traitement de départ. Ça vous explique aussi que si jamais une rechute survient, eh ben souvent on ne reprend pas exactement le même traitement qu'au début parce qu'on sait qu'avec le premier traitement, on n'a pas tout éliminé, donc on en prend un autre. D'accord. Voilà. Et il y a un Alors, intérêt à combiner immunothérapie et thérapie ciblée? oui, c'est vraiment un sujet très actuel, ça, d'essayer de combiner les deux, et ça y est, il y a un certain nombre d'études qui sont en cours. Il faut comprendre le challenge qui se pose aux médecins et aux malades, hein, aujourd'hui, c'est que en 20 ans, il y a plus de 1000 nouveaux médicaments qui ont été générés à travers le monde pour traiter les cancers, du côté des thérapeutiques ciblées, et probablement autant du côté des immunothérapies, et que si vous voulez combiner 1000 et 1000, vous voyez que ça donne un nombre de possibilités Ouais. totalement effarant. Donc,
on va pas faire ça de façon empirique et au hasard. Donc, on cherche d'abord, et c'est tout l'objet de la recherche, que de trouver la logique d'une combinaison. Et quand on trouve une logique à cette combinaison, immédiatement, on regarde en clinique quel bénéfice elle apporte. Donc, il y a beaucoup d'essais actuellement de combinaisons ou de plusieurs immunothérapies ou d'immunothérapie et de thérapeutique ciblée et de chimiothérapie, d'immunothérapie et de chimiothérapie. On cherche aussi exactement le bon moment pour le faire parce que quelquefois il faut commencer par l'une et continuer par l'autre et pas le faire dans l'autre sens. Il y a tout ça à apprendre. Et bon, alors d'un côté, c'est générateur de beaucoup d'espoir, et de l'autre, c'est toujours trop long pour les gens qui sont en traitement actuellement et qui se disent, mais allez, dites-nous vite ce qu'il faut faire. On n'a pas parlé aussi d'une autre catégorie de médicaments dont on entend de plus en plus parler en ce moment, c'est les ADC. Alors ça, est-ce que c'est une thérapie ciblée aussi? Qu'est-ce que c'est les ADC? C'est un anticorps monoclonal encore, hein, mais donc on retrouve le concept de l'anticorps, Ouais. mais cette fois-ci, au lieu d'aller chercher le système immunitaire, voilà, enfin, non, je vais vous dire une bêtise. Donc on va dire que c'est typiquement des anticorps qui vont s'aider du système immunitaire. Vous les fixez sur la cellule et vous allez vous aider du système immunitaire, mais vous renforcez en quelque sorte, vous préparez l'anticorps à aller chercher le système immunitaire. D'accord. Ok. Je l'ai Euh, trouvé parce que je pensais qu'une autre possibilité, j'avais en tête une autre possibilité qui est de prendre un anticorps qui se fixe sur la cellule et d'associer à cet anticorps une molécule de chimiothérapie. Mais rapide, c'est ça. voilà, c'est une chimiothérapie qui n'ira pas partout, mais une chimiothérapie qui va cibler directement la cellule tumorale parce que l'anticorps l'amène dessus. D'accord. C'est encore une autre façon. Donc on peut dire que c'est une sorte de thérapie ciblée finalement. On doit même. Voilà, c'est une chimiothérapie ciblée Ok. D'accord. Donc avec un anticorps. ces anticorps sont très utilisés quand même à différents endroits en cancérologie. Il faudrait qu'on fasse un petit papier pour expliquer, parce que c'est vrai qu'on en Oui, parce entend qu'il y a plein parler. de méthodes. C'est ça. Et en gros, l'anticorps, c'est vraiment ce qui permet d'amener une chose enfin, cibler quelque chose de spécifique. C'est ça. Exactement, exactement. Parce que le problème de la chimiothérapie classique, c'est que ça diffuse dans tout l'organisme et donc c'est pour ça qu'il y a des effets secondaires souvent désagréables. Là, voilà, vous allez vraiment renforcer l'effet, quoi. Alors justement, c'était ma prochaine question. Donc on a compris les thérapies ciblées, ça cible spécifiquement les cellules tumorales, mais pour autant, est-ce qu'elles sont exemptes d'effets secondaires? Non, bon, ça n'existe pas les médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires en réalité. Je pense que c'est, voilà, malheureusement, et c'est à partir du moment où on prend une molécule quelconque, on a toujours un peu d'effets secondaires, ou beaucoup d'ailleurs, hein, ça dépend des fois. Alors, les thérapeutiques ciblées de type inhibiteur de tyrosine kinase, comme les anticorps monoclonaux, comme les immunothérapies, tous ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires, plus ou moins importants. Alors, une des premières choses qu'on fait en médecine, hein, quand un médicament arrive et qu'il faut l'introduire chez l'homme pour la première fois, c'est quand même toujours hein, quelque chose de fort hein, comme geste de décider qu'on allait administrer un médicament. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on surveille de très près les effets secondaires et qu'on les enregistre. Et ensuite, on apprend à les gérer et à essayer de les limiter au maximum. Donc, après, alors quels sont ces effets secondaires? Là, c'est peut-être plus simple de partir de l'immunothérapie, parce que l'immunothérapie, on comprend assez facilement ce qui peut se passer, c'est-à-dire que on module l'action du système immunitaire et notre système immunitaire, bah, voilà, c'est un système très sophistiqué quand même, avec tas de cellules différentes, des tas de mécanismes différents, etc. Et donc là, d'un côté, on le dérégule pour le bénéfice de l'effet antitumoral, mais on le dérégule un petit peu et ça peut déclencher ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que les cellules immunitaires, chez certains patients, elles s'attaquent en même temps à d'autres cellules normales de l'organisme, ça déclenche ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Donc, le problème des immunothérapies, en particulier les immune checkpoint blockers, les inhibiteurs de point contrôle, ce sont les maladies auto-immunes. Alors, évidemment, au début, on a regardé ça en disant, bon, oui, d'accord, on comprend bien la logique des choses, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc, évidemment, avec le temps, on a appris à les repérer, à les bloquer et voilà, à adapter le traitement en fonction de la survenue de ces complications. Mais le départ a été assez compliqué à cause de ces effets secondaires-là. Voilà, ça c'est pour les immunothérapies les plus fréquentes, là, les inhibiteurs de point contrôle.
toutes les immunothérapies peuvent éventuellement avoir cet effet-là de dérégler un peu le système immunitaire, de déclencher des réactions auto-immunes qui s'arrêtent souvent après, à distance. Mais voilà, heureusement. Mais bon, voilà, c'est quand même un effet qui peut être très important. Pour les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est plus fonction des molécules qu'on utilise. Là, il y a vraiment toute une gamme d'effets secondaires, quelquefois très étranges, parce que ces kinases qu'on bloque, quelquefois, elles ont des rôles, même certains qu'on ignorait. Je garde en tête juste un effet spectaculaire qu'on a vu avec un inhibiteur qui a été utilisé dans le traitement des mélanomes, qui était que les gens, pendant le traitement, le jour où ils prenaient le traitement, leurs cheveux n'étaient plus colorés. Et puis ils arrêtaient le traitement, ça se recolorait, etc. Si bien qu'à la fin, ils avaient des cheveux avec des rayures. D'accord. Une partie blanche, une partie colorée, une partie blanche, une partie colorée, etc. Qui montrait que la kinase, en fait, avait un rôle dans la pigmentation du cheveu et qu'on pouvait le bloquer. Alors, ça, c'était pas dangereux, c'était spectaculaire, mais pas dangereux. Mais voilà, on peut avoir des effets comme ça parce que en bloquant la kinase, il peut y avoir à certains endroits un usage de cette kinase. Donc, ça fait partie du développement des médicaments que de repérer ça et d'analyser est-ce que c'est à risque ou est-ce que c'est pas à risque de faire ça. Et du coup, c'est toujours un balance bénéfice-risque par rapport à l'effet attendu, j'imagine. Absolument, absolument. Et puis c'est à chaque patient sa propre tolérance, etc. Après, ça fait partie de la surveillance médicale. Oui, parce il y a Sabine qui nous dit qu'elle est actuellement sous ribociclib et qu'elle avoue ne pas voir en quoi le ribociclib est plus spécifique qu'une chimiothérapie parce qu'elle a de nombreux effets secondaires au niveau de la peau, digestif, elle parle de Faner, de pancytopénie, d'atteinte des muqueuses. Du coup, Ouais. c'est on ne s'attend pas forcément à ça d'une thérapie dite ciblée. Oui, oui, oui. Alors, oui, effectivement, d'abord, on ne s'attend pas à ça. C'est toujours compliqué de répondre sur un cas particulier parce qu'il faudrait voir dans quel contexte le médicament est pris et après quelle histoire. Donc, voilà, parce que chaque patient a sa propre histoire, un contexte particulier, et donc on peut avoir des effets et des tissus qui sont plus ou moins sensibles. Aussi une génétique particulière, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein. On ne réagit pas tous de la même façon aux médicaments, on les métabolise pas pareil, etc. Bon, donc oui, il y a des effets secondaires et je comprends que cette impression de ne pas voir la différence avec la chimiothérapie, euh, mais encore une fois, ça dépend de où est exprimée la cible et à quel point le fait de bloquer la cible normale, parce qu'on la bloque en même temps que c'est l'enzyme qu'on bloque, donc si jamais cette enzyme a une importance capitale dans un tissu donné, on va avoir plus d'effets secondaires que si c'est une enzyme qui est très secondaire au quotidien, quoi, dans les cellules normales. On a beaucoup de questions sur les effets secondaires. On nous pose des questions sur des molécules en particulier. Donc on va peut-être pas toutes les passer en revue, mais c'est vrai que l'herceptine, l'anti-HER2 revient souvent. On connaît bien les effets secondaires de ce traitement-là. Oui, alors, les anti-HER2, c'est une molécule ce sont des molécules qui sont très bien connues parce qu'elles sont développées depuis, on doit être à plus de 20 ans, hein, des anti-HER2. Donc, il y a beaucoup de recul, hein, sur ces médicaments, donc les effets secondaires sont très bien répertoriés. Ça, c'est pas trop un problème parce que les oncologues médicaux qui prennent en charge ces traitements et qui les surveillent, alors après, maintenant, chaque oncologue est un peu spécialisé, hein, c'est devenu d'une telle taille, l'échantillon de médicaments, que voilà. Et donc les gens qui ont l'habitude de prescrire les anti-HER2, ils savent très bien, ça, c'est pas des médicaments Nouveau. compliqués Mm. pour le médecin parce qu'il sait à quoi s'attendre. D'accord. Donc c'est plus pour les traitements plus innovants où on ne sait pas forcément exactement les Oui, implications. plus les médicaments sont récents d'introduction et plus on peut tomber sur des effets qu'on n'a pas encore très bien répertoriés. Ça, c'est toujours possible. Évidemment, il y a eu des essais cliniques, hein, on dit ça, mais il y a quand même eu des essais cliniques avant, on sait à peu Ça, près. attention, on parle bien à partir du moment où le médicament a reçu l'autorisation de la mise sur le marché, c'est que, en général, on a déjà la liste. C'est souvent d'ailleurs ce qui inquiète quand on regarde les fiches, les notices médicamenteuses. Il y a la liste de tous les effets qui ont été recensés, qui sont liés aux médicaments ou qui ne le sont pas, mais qui ont été recensés chez des gens qui les prenaient. Ce qui Mhm. est quand même un concept important à comprendre, quoi, parce que sinon on s'affole totalement, quoi. Oui. Mm.
Alors, je rappelle juste qu'il s'agit d'un webinaire où on informe, on essaie d'expliquer ce qu'est la thérapie ciblée. Je suis désolée pour Véronique et Delphine, mais vous posez des questions qui sont plus de l'ordre de la consultation de l'oncologue. On ne va pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est de vous expliquer de façon plus générale possible comment fonctionnent les thérapies ciblées, avec leurs limites, leurs effets secondaires, pour que vous essayiez de comprendre vos traitements. Mais je ne peux pas répondre spécifiquement à chacun des cas de figure, je suis désolée. Alors, on a dit, hein, au début que, finalement, il y a énormément de mutations qui sont responsables des cancers. Est-ce que actuellement, on a donc on a vu aussi, hein, qu'on n'a pas forcément réussi à développer de médicaments pour bloquer chacune de ces mutations. Mais est-ce que actuellement, on a des thérapies ciblées à peu près pour toutes les localisations de cancer? Non, 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 il y en a encore pour lesquels on est. Alors bon, plus, je dirais que d'abord, il y a toutes ces familles de ce qu'on appelle les cancers rares, c'est-à-dire des localisations qui sont peu fréquentes mais qui n'en sont pas moins graves. Et plus un cancer est rare et plus c'est difficile de développer des thérapeutiques précises parce que voilà, il faut pouvoir analyser beaucoup de cas pour progresser dans les thérapeutiques ciblées. Donc, non, non, pour l'instant, il n'y a pas de thérapeutiques ciblées dans tous les domaines. Et il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, mais il y a surtout beaucoup de produits de mutation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'arrive pas, pour l'instant, à neutraliser. Même si ça se développe tous les jours, même s'il y a énormément de molécules, hein, ça ne cesse de progresser et à travers le monde, il y a des tas de petites entreprises qui se montent autour de l'idée d'une cible, voilà comment je vais essayer de la bloquer, et puis ça monte, et puis quelquefois, on s'aperçoit que le médicament ou bien est mal toléré, ou bien n'est pas assez efficace, etc. Et hop, on est obligé d'abandonner et on repart sur une autre piste. J'ai plein d'exemples de molécules. Il a fallu 20 ans pour mettre au point un médicament vraiment efficace, pas toxique ou pas trop toxique et capable de rendre service aux patients. Et voilà. Donc il faut du temps pour tout ça et il y a encore beaucoup de chemin devant nous pour avoir des thérapeutiques sur toutes les cibles. Alors, on a une question sur la façon dont sont administrées ces thérapies ciblées. C'est quoi? C'est par perfusion? C'est des comprimés? C'est... Alors, il y a bon, beaucoup de molécules ciblées sont sous forme de comprimés, sont administrées par voie orale, ce qui était un des aspects importants en cancérologie, puisque avant on était quasiment systématiquement par voie intraveineuse, donc là ça a changé beaucoup la donne. Donc beaucoup de ces traitements, évidemment, on ne peut pas généraliser, hein, il y a toujours des cas particuliers, mais un certain nombre en tout cas pour les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est facile parce que ça passe bien par voie orale. Si on parle des anticorps, c'est différent parce que les anticorps, c'est plus compliqué à administrer pour certains d'entre eux par voie orale. Il faut vraiment passer par voie intraveineuse pour arriver à les administrer. Donc tout dépend de ce qu'est le produit, mais tous ceux qu'on peut passer par voie orale passent maintenant par voie orale. D'accord. Et donc, beaucoup des thérapeutiques ciblées sont par voie orale. Donc, ça veut dire que c'est un traitement qu'on prend en ambulatoire, on le Oui, prend chaque et pour certains patients tous les jours. Et pour reprendre l'exemple de la leucémie myéloïde chronique, qui est le première thérapeutique ciblée en 2000, hein, qui est apparue vraiment, qui bloque cette leucémie, jour. les gens la prennent en continu et pour certains toute leur vie. C'est-à-dire, il y en a qui l'ont depuis 20 ans. D'accord. Et voilà, et c'est pas un médicament qui est totalement dénué d'effets secondaires, mais qu'on apprend à gérer. Et finalement, la plupart des gens qui prennent ça ont une vie absolument normale, hein, par ailleurs. Il faut D'accord. juste pas oublier de prendre le médicament en continu. Et chez certains d'entre eux, on arrive à l'arrêter et on ne voit plus de refus de la maladie. D'accord. Mais Donc, il y a des... certains le gardent et d'autres pas. D'accord. Et parce que parce que ça demande du temps, est-ce que avant que la thérapie ciblée ait touché toutes les Oui, cellules? parce que chez certains patients, la thérapeutique ciblée contrôle complètement la maladie et elle est indétectable, on ne voit rien, mais néanmoins, si on arrête, elle peut remonter tout doucement avec le temps et D'accord. réapparaître. Si on remet la thérapeutique ciblée, ça marche bien. D'accord. Donc ça existe ce genre de schéma. Donc des thérapeutiques ciblées, c'est pour les inhibiteurs de tyrosine kinase en particulier, c'est très souvent par voie orale, très souvent en continu
et quelquefois pendant très longtemps, pas toujours, hein, mais quelquefois pendant très longtemps, voire pour certains peut-être à vie. D'accord. Il y a Pascal qui demande quand une tumeur a une métastase à un récepteur HER2. Alors déjà, on disait oui, on détecte ces mutations, mais donc vous parliez de biopsie, donc c'est l'anatomopathologiste qui va faire cette recherche-là? Alors, l'anatomopathologie, il est accompagné pour ça de ce qu'on appelle des biologistes moléculaires, c'est-à-dire de gens qui sont vraiment spécialisés dans les analyses de l'ADN, de l'ARN, et qui vont aller chercher ces fameuses mutations dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a une spécialité qui est apparue à côté de l'anatomopathologie, qui est celle du biologiste moléculaire. Et s'associe à ça maintenant ce qu'on appelle des bioinformaticiens, puisque les techniques de séquence sont devenues tellement complexes et lourdes et génèrent tellement de données qu'il faut des gens qui aient des compétences spécifiques pour analyser ça. Donc c'est une nouvelle discipline de la biologie médicale qui est apparue avec ça. D'accord. Et alors, je continue avec la question de Pascal. Donc, on connaît plein de marqueurs de tumoraux. Donc, elle parle de HER2, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que pour autant, on fait une recherche systématique de toutes les mutations qu'on connaît quand on a une biopsie? Est-ce qu'on recherche systématiquement tous les marqueurs? Ça fonctionne comment? Alors, on ne peut pas généraliser pour l'instant, même si c'est réalisé de plus en plus. En fait, c'est guidé par la localisation de la tumeur, la façon dont elle se présente et la façon dont le médecin anticipe ce qu'il va pouvoir faire sur le plan thérapeutique. C'est-à-dire que dans certains cas, le fait d'avoir ou pas avoir les mutations ne change rien parce qu'on sait que dans ce type de tumeur, on n'a pas de thérapeutique directement ciblée sur le moléculaire. Donc, on n'en a pas besoin. Et dans d'autres, au contraire, c'est extrêmement important d'avoir un bilan aussi complet que possible. Et au cours des années, on a cessé d'élargir le nombre de gènes qu'on analyse dans les panels mutationnels. Vous savez aussi qu'on s'aide aussi maintenant de la biopsie liquide, c'est-à-dire on cherche dans le sang l'ADN muté qui est libéré par les cellules tumorales et qui circule. Et maintenant, au début, on travaillait sur une dizaine de gènes. Aujourd'hui, rien que dans les tumeurs du sang, on est à 77. Et dans les tumeurs solides, on peut monter à 350. Donc voilà, on analyse 350 gènes. Et on peut même demander, grâce au plan génomique 2025 qui a été mis en place en France, de faire un séquençage complet de toutes les séquences codantes de l'ADN. C'est-à-dire là, vraiment, on fait tous les gènes. D'accord. Et il y a même certains qui vont jusqu'à ce qu'on appelle le génome complet, c'est-à-dire les gènes, c'est jamais qu'une partie de l'ADN. Il y a toute la partie non codante qui représente quand même l'essentiel de l'ADN et on peut avoir un séquençage de tout ça. Mais évidemment, après, il faut être capable d'analyser ça et d'en sortir l'information significative. Donc voilà, ça progresse Mhm. quand même très très vite. On a maintenant quasiment en routine des panels très étendus. Mais on ne fait pas ça dans toutes les tumeurs parce que c'est au clinicien de déterminer si ça va lui être utile pour son traitement ou pas. D'accord. Il y a une Marie-Paul qui se demande si l'hormonothérapie est une thérapie ciblée. Oui, alors oui, ça c'est une bonne question parce que c'est un peu une ambiguïté, mais d'une certaine façon, oui. Euh, En fait, on raconte l'histoire comme je l'ai racontée, mais si on voulait vraiment le dire, l'hormonothérapie a même précédé les premières thérapeutiques ciblées des kinases qu'on a utilisées à partir des années 2000. Donc c'est vrai que c'est une molécule qui est vraiment très particulière parce que les thérapeutiques hormonales, elles vont vraiment sur des récepteurs bien spécifiques. Donc oui, c'est une forme de thérapeutique ciblée, il faut bien le reconnaître. Ouais. D'accord. On parlait de ces patients qui continuent à prendre leur thérapie ciblée pendant des années tant que leur maladie est contrôlée. Nathalie se demande si on peut garder la même thérapie ciblée à vie. Est-ce que ça pourrait être un Oui, traitement chronique? oui, absolument. Donc, dans l'expérience la plus ancienne des leucémies chroniques, il y a des gens qui ont leur thérapeutique depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est possible. Euh, il arrive aussi que une thérapeutique ciblée fonctionne très bien pendant des années et des années, puis tout d'un coup, elle fonctionne moins bien. C'était une Ça, question c'est également. Mm. parce que, la raison pour laquelle ça arrive, c'est que
on partait d'une mutation, on a bloqué l'effet de la mutation, et avec le temps, il y a une deuxième mutation qui s'installe et qui empêche le médicament de fonctionner. Et donc, ce qu'on apprend au cours du temps, c'est à changer dans ces cas-là de thérapeutique ciblée. D'abord, on réanalyse, on reséquence le gène, on regarde ce qui s'est passé, et à partir de ça, on adapte la thérapeutique ciblée. Et puis, il y a d'autres mécanismes de résistance aux thérapeutiques ciblées. On peut avoir des résistances aux thérapeutiques ciblées par remutation du gène ou par d'autres mécanismes de cellules qui mettent en place des moyens de protection en quelque sorte. Donc, D'accord. ça existe. Donc, on peut prendre toute la vie, mais on peut être aussi amené au cours de la vie à changer de thérapeutique ciblée. Ça veut dire que quand une thérapie ciblée arrête de fonctionner, on va réanalyser la tumeur pour voir s'il n'y a pas une nouvelle mutation qui est apparue et du coup Oui, donner la thérapie ciblée qui cible cette nouvelle mutation. voilà. Et c'est pour ça que souvent, dans le jargon des médecins, on parle d'inhibiteurs de première génération, de deuxième génération, de troisième génération. C'est un terme qu'on utilise parfois entre nous et qui dit que voilà, les deuxième, troisième générations, ils ont été fabriqués pour contrer des effets de résistance apparus à la première génération. D'accord. Et Nathalie parle aussi, on parle parfois de première ligne de traitement, deuxième ligne de traitement. Donc c'est ça, c'est quand la première ne fonctionne pas, on donne un deuxième traitement, et c'est ça qu'on appelle la deuxième ligne de traitement. Oui, c'est ça, et ça rejoint un peu la question de la résistance que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous faites un traitement, vous apercevez qu'avec votre premier traitement, vous avez sélectionné des cellules résistantes qui ont repoussé et vous avez déclenché une rechute. Dans cette rechute, souvent, on prend une deuxième ligne de traitement, ça veut dire qu'on ne fait pas exactement le même que le premier, puisque le premier n'a pas éliminé tout. Mhm. Donc, on raisonne que c'est probablement parce que c'est insuffisant. Alors, on peut refaire la même chose avec des doses encore plus fortes, mais souvent, c'est pas la bonne solution, on est déjà aux limites. Et donc, non, en général, on change de stratégie et c'est ça qu'on appelle une deuxième ligne. Et si ça suffit pas, on fait une troisième ligne pour changer encore de stratégie. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de prendre une autre approche pour éliminer des cellules qui ont résisté au traitement qui a été administré. Et maintenant, on dispose de plus en plus de thérapies ciblées différentes pour pallier ces résistances qui se Oui, et développent. puis on combine les choses, c'est-à-dire que en fait, c'est là aussi que les combinaisons peuvent avoir beaucoup d'utilité. On recombine des chimios, des molécules ciblées, de l'immunothérapie, et on cherche des combinaisons qui vont permettre d'éliminer ce qu'on n'a pas réussi à éliminer avec les premières lignes de traitement. Ouais. Et il y a Nathalie qui parle aussi d'associer la thérapie ciblée à l'hormonothérapie. C'est une éventualité aussi. Oui, pourquoi pas. On peut tout associer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le principe, on peut tout associer. Après, il y a des tests qui permettent de savoir, et c'est tout le travail de la recherche d'amont avant qu'on administre des médicaments aux malades. Il y a évidemment toute une série de tests qui sont faits sur des systèmes modèles, des lignées, ce qu'on appelle des organoïdes, où on reconstitue la tumeur au laboratoire et on traite avec ces combinaisons et on cherche à voir si ça bénéficie ou pas. Et en particulier, ce qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire que c'est pas 1 + 1 = 2, mais c'est 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que quand on associe deux molécules, on a beaucoup plus d'effets que quand on les utilise une à une ou une plus une. Voilà. Donc, les synergies, oui, c'est quelque chose qu'on cherche et on combine un peu tout à condition qu'il y ait une logique quand même au départ et qu'il n'y ait pas de risque en termes de tolérance. Donc finalement, ce vers quoi on va tendre dans le futur, c'est de combiner les thérapies ciblées pour atteindre toutes les cellules, enfin toutes les différentes mutations. Oui, oui, je pense qu'il faut faire le parallèle, par exemple, avec ce qu'on a fait dans la tuberculose ou dans le sida, où la tuberculose, on sait qu'aujourd'hui, il faut 3 antibiotiques pour guérir une tuberculose. On sait que les gens qui sont contaminés par le virus HIV, ils reçoivent une trithérapie. On connaît ce terme dans le grand public. Eh bien, dans le cancer, c'est un peu le même principe. Il faut combiner plusieurs approches pour arriver à être sûr d'éliminer toutes les cellules malades. Et surtout, plus on avance quand le diagnostic est fait à un stade plus avancé, ben, c'est plus important de combiner pour vraiment tout éliminer. Ouais. Alors, on a une question sur les risques de récidive au moment de l'arrêt de la thérapie ciblée. Justement, quand est-ce qu'on décide de ce moment d'arrêt de la thérapie ciblée? Et la personne demande s'il y a un effet protecteur un peu à long terme de la thérapie ciblée, comme on peut avoir avec l'hormonothérapie, par exemple. Oui, il n'y a pas de règle générale là-dessus, mais bon,
dans la maladie que j'ai évoquée plusieurs fois, où on prend la thérapeutique ciblée quasiment toute sa vie, ce qui a été fait au bout d'un moment, on s'est dit c'est quand même compliqué de les gens laisser un traitement toute la vie, donc on doit pouvoir l'arrêter. Donc, chez certaines personnes qui avaient vraiment une bonne réponse moléculaire, etc., on a arrêté le traitement. Et puis, on a regardé, et schématiquement, il y en a la moitié, la maladie repart, la moitié repart jamais. Donc, il y en a la moitié qui sont guéris et qui ne prennent plus du tout de traitement, ils n'en reprendront pas. Et l'autre moitié, on remettra le traitement et ça remarchera. Bon. Voilà, ça c'est un schéma. Mais il n'y a pas de règle générale avec les thérapeutiques ciblées. C'est-à-dire que c'est vraiment au cas particulier. Il y en a d'autres, vous prenez la thérapeutique ciblée pendant X mois et puis après on arrête. Et puis l'expérience a montré que c'est bon, on n'a pas besoin de continuer et ça fonctionne comme ça. Donc il y en a qu'on prend que quelques semaines, quelques mois, d'autres c'est au contraire toute la vie. Tout est possible. Il y a même éventuellement certains chercheurs qui travaillent sur des administrations des thérapies ciblées de façon séquentielle. C'est-à-dire peut-être que le fait de les mettre en discontinu serait mieux qu'en continu. D'accord. Il peut y avoir, dans des situations bien particulières, des effets sur les cellules qui sont tels que si on la laisse se reposer un certain temps et qu'on reprend derrière la thérapeutique ciblée, on est beaucoup plus efficace. Sinon, elle s'adapte en quelque sorte, elle se met comme si elle se mettait en boule, elle attend que ça passe. Et ben là, on la laisse réexpandre et hop, on remet de la thérapeutique ciblée. Ça existe. Ok, donc beaucoup de possibilités différentes finalement. Énormément. C'est pour ça qu'il n'y a pas de règle générale. Mm. Alors j'avais une question. J'avais encore une question sur les effets secondaires. Enfin, j'avais une question sur le trastuzumab. Donc, on a dit, hein, ça finit par mab, donc c'est un anticorps. Il fait partie de ces inhibiteurs de points de contrôle dont vous parliez. C'est Oui. une Ouais. thérapie? Alors c'est ça, oui. Donc il y a toute une famille d'inhibiteurs de point contrôle qui sont des anticorps, hein, parce que ce sont des anticorps qui bloquent cette interaction entre la cellule immunitaire et la cellule malade, et qui sont souvent ce qu'on appelle des anti-PD1 ou anti-PDL1 ou anti-CTLA4, pour ceux qui ont regardé un peu dans les détails ce qui était dit derrière. Et oui, ce sont des anticorps monoclonaux bloquant l'interaction entre les deux. D'accord. Et poser la question des effets secondaires, donc c'est ceux qu'on a donnés tout à l'heure, donc c'est plutôt des risques de maladies auto-immunes. Absolument, c'est surtout les risques de maladies auto-immunes, les effets secondaires, Ok. principalement. Bon, je refais le tour des questions. Donc oui, il y a Marie-Paul qui posait la question de pourquoi les thérapies ciblées ne fonctionnent que pendant un temps. Donc ça, c'est la question de la résistance dont Oui, vous parliez c'est tout à pas vrai l'heure. pour toutes, hein. Certaines fonctionnent très 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 longtemps et chez certaines personnes, voilà, pour la vie, et puis d'autres, ben voilà, par des phénomènes souvent de hasard, ils acquièrent des résistances. Et ça, c'est vraiment lié au développement de la tumeur, donc qui est très unique finalement. On peut pas. Voilà, chacun. Après, en quelque sorte, quand quelqu'un arrive avec une maladie, on a une série de moyens pour la traiter, mais il faut sélectionner dans ces moyens ceux qui paraissent le plus appropriés au cas particulier. Et le cas particulier, il dépend pas seulement d'ailleurs de la maladie, mais aussi de toute l'histoire de la personne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'abord? Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre Ouais. maladie? Tout ça. Très bien. Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les questions. Alors, si on devait un peu résumer ces thérapies ciblées et la place qu'elles ont actuellement en cancérologie et les développements futurs, si on devait un peu clôturer ce webinaire là-dessus, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Je dirais que maintenant, on a ces armes en main, on a ces outils thérapeutiques qui n'existaient pas il y a 25 ans, hein. C'est quand même bon. Voilà. Donc, on a beaucoup appris ces 20 dernières années dans l'utilisation ou comment utiliser ces molécules. On ne cesse d'en voir arriver de nouvelles que l'industrie pharmaceutique, les startups élaborent, testent et proposent ensuite à la clinique. Donc, on n'a pas fini de voir se développer les approches ciblées, et le plus difficile aujourd'hui, c'est d'apprendre comment générer des combinaisons optimales. Ça, c'est vraiment Ouais. la grande complexité du sujet. À quel moment les mettre, lequel en premier, lequel en second, ou les deux ensemble, etc. Combien de temps, à un rythme continu ou discontinu, qu'est-ce qui est bon? J'ai vu que vous aviez une question sur un des médicaments donnés en continu, discontinu, 3 semaines, une semaine de pause, etc. Ben, c'est parce que la biologie a montré que en laissant la cellule reposer une semaine, elle était plus sensible à la suite. Voilà, Ouais. c'est des questions comme ça. Mm, mm. Euh, donc voilà, on est en train d'apprendre ça.
Et je pense qu'on va continuer énormément à gagner du terrain, à savoir quel est le moment optimal pour donner ces traitements et comment les associer de façon optimale. C'est là que se font les progrès actuellement. Et on parle beaucoup de l'IA. L'IA va permettre d'avancer là-dessus. Oui, oui, parce que toutes ces données, pour l'instant, bah, on a des études cliniques où il y a 300 patients qui rentrent, on analyse en détail ces résultats, mais ces 300 cas, si vous imaginez que vous allez mettre en commun tout ce qui se passe à travers le monde en faisant circuler les données et que vous mettez ça dans des bases de données considérables, on va apprendre énormément. Je pense que c'est le pari, c'est que la prochaine rupture, elle viendra de là. Voilà. Mhm, mhm. Très bien, bah, c'est très clair. Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. On a eu des commentaires qui disaient que c'était très clair. Et donc, je voulais rappeler que ce webinaire vous a été offert par Rose Up Association. Donc, évidemment, on a besoin de vous pour continuer à vous proposer des webinaires de ce type. Donc, vous pouvez nous soutenir via des dons ou via des adhésions. C'est 30 euros par an. Vous recevrez directement chez vous le Rose Magazine. Vous pourrez également accéder à d'autres webinaires et d'autres ateliers qui sont réservés à nos adhérentes et évidemment nous soutenir dans nos actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne le reste à charge. On sait que le cancer peut être une maladie qui coûte cher, même en France où les soins sont pris en charge. Voilà, merci encore, professeur Solari. Ce webinaire sera sur notre chaîne YouTube bientôt, donc vous pourrez le regarder et le re-regarder à tête reposée. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions de façon si claire. Merci. Merci, au revoir.